violence inouïe qu'un véritable commando militaire composé d'une dizaine d'hommes a attaqué cette nuit à 4h15 la prison de Fresnes. En quelques instants, avec des explosifs et des armes de guerre, ces hommes ont libéré Antonio Ferrara, un braqueur de la banlieue sud parisienne. Capitale politique, économique, administrative et financière d'un pays centralisé, Paris a aussi été la capitale du crime, avec ses quartiers mythiques, les Halles, les grands boulevards, Bastille, les fortifs. Pourtant, à l'orée des années 70, le milieu parisien n'est plus à chercher du côté de Pigalle ou de Montmartre. Les mœurs ont changé. Fini les costumes croisés et les belles américaines. Le voyou affiche dorénavant cheveux longs et pattes d'éléphant. Et ces nouveaux QG sont à chercher de l'autre côté du périph', dans la banlieue populaire, pour ne pas dire pauvre, celle qui ceinture l'est de Paris et qui s'est développée dans les années d'après-guerre. Des bastions qui ont chacun leur spécialité. Au nord, Aubervilliers, alias Aubert, qui concentre garages et cases de voitures, peut se targuer d'être la plus grande concession d'automobiles volée de France. À l'est, les durs de Montreuil guettent la faute des collègues et raquettent le milieu. Tandis qu'au sud, à Ivry, Vitry et Villejuif, frangins et copains de quartier forment une solide confrérie de braqueurs, prête en cas de coup dur à s'entraider pour s'évader. La banlieue sud, ce sont en fait les enfants des immigrés italiens qui demeurent au départ sur le boulevard Masséna, Kellermann, sur le 13e, dans ces immeubles qu'on appelait la ceinture rouge, uniquement parce que c'était des immeubles qui étaient en briques rouges. Ensuite, ces gens-là vont habiter sur la banlieue, Ivry, Vitry, Villejuif, Gentilly, le Kremlin-Bicêtre, enfin tout ce qui est géographiquement le sud de Paris. La banlieue sud, et ils vont former une équipe qui va sortir un petit peu de l'ordinaire parce que c'est plus, je dirais, des branquignoles, mais c'est une équipe structurée qui fait des hold-up quand même assez importants. Et ce n'est qu'un journaliste qui s'appelait Lucien Pichon, qui était un journaliste qui habitait Ivry, rue Pierre-Sémard, qui, parlant de ces individus, les a baptisés les gangs de la banlieue sud. À la tête de cette équipe, Jean-Claude Vella, dit Petite Patte, et Marcel Gauthier. Avec leurs associés, les deux hommes vont se distinguer dans les années 60, d'abord en montant sur de beaux bracos, puis dans la première moitié des années 70 en affrontant ce que l'on surnomme les Juifs du Faubourg, les frères Zemmour, pour le contrôle des hôtels de passe parisiens. Et cette équipe-là, évidemment, elle fait parler. Et ils sont respectés, ils sont admirés, et donc ils vont faire fleurir toute une bande de jeunes qui veulent faire comme les anciens et qui montent donc au braco directement. Et ensuite, il y a eu énormément d'équipes qui ont pris ce label de gang de la banlieue sud, parce qu'ils étaient originaires du sud, ou la majorité originaire du sud. Et voilà comment sont nés les gangs de la banlieue sud. Au début des années 70 apparaît une deuxième génération. Son noyau dur est composé de fratries. Les Cheval, les Lepage, les Horn, les Schmitt, les Dieudonné. Quelques fils d'immigrés italiens et surtout de familles de voyageurs sédentarisés très soudés. Ils ont signé un pacte entre associés. Si l'un d'entre eux tombe, les autres viennent le chercher, par tous les moyens. C'est de ce pacte que naît la spécialité locale de la banlieue sud, alias l'ABS, l'évasion. C'était le bâton de maréchal d'un flic de PJ s'il pouvait se mettre ne serait-ce qu'au cul
de mecs de la banlieue sud, parce que ils étaient réputés pour être de bons professionnels, de bons braqueurs purs, et avaient des principes qui consistaient à être des potes depuis quasiment l'enfance, donc des équipes très soudées. On admettait qu'ils avaient des couilles, aller arracher leurs potes de fourgons cellulaires, etc. Quand c'était faisable, après, en prenant des risques eux-mêmes de se faire flinguer, tout ça générait une certaine admiration des flics et un désir évidemment de leur mettre la main dessus, parce que le gibier étant beau, comme tout chasseur, quand on ramène une biche plutôt qu'un lapin de Garenne, c'est quand même mieux. Enfin, la biche, c'est peut-être pas un sanglier, on va dire. Michel Lepage, un garçon d'Ivry, est le premier à se faire la belle en août 1977 lors d'une opération spectaculaire. On l'avait arrêté sur une série de hold-up et de cambriolages. Il est en prison à Fleury-Mérogis lorsque se produit un crime pendant une séance de cinéma. Un détenu est poignardé et Michel Lepage a envoyé une lettre au juge d'instruction. Il a déclaré qu'il était prêt à faire une déposition qui permettrait de résoudre ce crime. Donc le juge d'instruction l'a extrait de Fleury-Mérogis au palais de justice de Paris. Arrivé dans le cabinet du juge, il dit au juge non, j'ai réfléchi, j'ai plus rien à vous dire. Je ne vous dirai rien. Bon, et il réintègre à la prison. Il se passe un mois, il renvoie une lettre au juge en disant bon oui, la première fois je me suis rétracté, mais en définitive maintenant je suis fermement décidé à vous donner toutes les explications pour ce crime et vous diriger vers l'auteur. Donc le juge extrait pour la deuxième fois Michel Lepage dans un fourgon de gendarmerie, et lorsque le fourgon de gendarmerie arrive place d'Enfer Rochereau, une équipe de malfaiteurs braque le fourgon. L'attaque du fourgon cellulaire place d'Enfer Rochereau à Paris. La parole est maintenant à l'anti-gang Michel Lepage, le malfaiteur que 4 individus armés et masqués ont délivré durant son transfert entre le palais de justice d'Évry et la prison de la Santé hier soir vers 18h, n'est pas un inconnu pour les hommes des commissaires Broussard et Leclerc. C'est en effet la brigade anti-gang qui l'avait arrêté en 75 après une série d'agressions et de hold-up. Michel Lepage a 32 ans, il est dangereux. En prison, il a poignardé un de ses co-détenus. Les policiers se demandent dans quel but le milieu a pris autant de risques pour le faire évader. Pourquoi avait-il une première fois refusé de parler au juge? C'est parce qu'il avait combiné avec la deuxième équipe de la banlieue sud pour le faire évader. Et à la première extraction, l'équipe n'est pas prête. Donc quand il arrive place d'Enfer Rochereau, il s'aperçoit que personne n'opère, il arrive chez le juge, il dit ben non, je ne veux pas parler. Et la deuxième fois, l'équipe était prête et ils font évader Michel Lepage. Voilà. Lepage est dans la nature et l'affaire survenue en plein mois d'août fait les gros titres. La PJ est sur les dents et Christian Noté va bénéficier d'un tuyau de première main durant l'hiver 78. Et il y avait un jeune braqueur qui, je ne sais pas pourquoi, avait décidé de me tuer. Il avait même envoyé une lettre disant que je commençais à les enquiquiner et qu'il fallait donc me supprimer. Donc je l'ai fait contacter et je lui ai dit que je voulais lui parler. Je lui ai carrément dit ce que je savais. Je lui ai dit je sais que tu veux ma peau. Alors je lui ai dit écoute, tu fais comme tu veux, mais si tu me donnes pas une grosse affaire, il va t'arriver de sacrés ennuis. C'est pas à moi qui vont arriver, c'est à toi. Et donc il a dit je vais travailler avec toi, je vais te donner une affaire. Et il m'a dit je sais que vous êtes derrière Lepage, je vais vous donner Lepage. L'indic de l'inspecteur Noté lui révèle que Lepage est en vacances en famille à Chamonix avec Cheval. Les 6 fonctionnaires de la PJ emmenés par Noté s'y rendent sans tarder. Ils font appel à la compagnie de gendarmerie locale qui connaît parfaitement le terrain et sa population. Ces hommes vont sillonner les environs. Quelques heures plus tard, en pleine nuit, les gendarmes annoncent la bonne nouvelle à Christian Noté. Un restaurateur d'Argentière, un petit village au-dessus de Chamonix, a reconnu les 2 hommes sur photo. Ils prennent leur repas chez lui tous les jours. On a encerclé le restaurant. Une équipe d'inspecteurs a mangé à côté d'eux. C'était les gars qui venaient de la BRI de Lyon. Et donc quand Cheval et Lepage se sont levés,
Il y a eu une petite bagarre pour l'interpellation. Le cheval, qui est un individu assez grand, costaud, s'est débattu. Mais il est tombé sur une verrière. Il y avait des gens qui se demandaient ce qui se passait. Et le page a réussi à s'enfuir dans une cour où il avait son véhicule. On l'a interpellé. Il avait une arme sur lui. Le braquage est une discipline à risque. Les magistrats ne font pas de cadeaux et les peines de prison sont souvent plus lourdes que les sacs de billets. Les trentenaires de l'ABS ne sont pas disposés à user leur jeunesse derrière les barreaux. En février 1981, l'un d'eux, Daniel Beaumont, va participer avec un collègue parisien à une grande première pour les prisons françaises. Une belle par hélicoptère. Messieurs, bonsoir. Ce n'est pas du cinéma et pourtant cela a déjà été fait au cinéma. Une évasion de prison par hélicoptère. Une première à tout point de vue en France. L'hélicoptère piraté se dirige donc jusqu'à Fleury-Mérogis et va se poser dans l'enceinte du centre pénitentiaire vers 10h30. À ce moment-là, plusieurs détenus sont en train de disputer un match de football sur le terrain à l'intérieur de la prison. Aussitôt, 2 détenus courent vers l'hélicoptère et sautent dans l'appareil qui repart immédiatement. Les gardiens se trouvaient pendant ce temps dans les ailes du bâtiment autour du stade et n'ont pu intervenir. De toute façon, ils ne sont pas armés et autour de la prison, il n'y a pas de mirador. Un an plus tard, c'est le tour d'Émile Dieudonné, membre du noyau dur de l'ABS. Il va, comme Michel Lepage, bénéficier de la solidarité sudiste. Le 24 mars 1982, aidé de 2 complices, il s'échappe du palais de justice de Meaux. L'évasion au cours de son transfert d'un détenu, Émile Dieudonné. Lorsque les 2 gardiens et le prisonnier sont sortis, un véhicule estafette s'est rapproché d'eux doucement. 4 individus qui avaient le visage dissimulé sous des cagoules et qui étaient armés ont surgi du véhicule. Alors l'un des gardiens a été immédiatement matraqué et avec une paire de cisailles, ils ont coupé la chaîne qui reliait les menottes, ils ont fait monter le prisonnier dans le véhicule estafette et ils sont partis. Il aura moins de chance en février 1990. 13h55, la promenade s'achève dans la cour de la prison lorsque surgit soudain l'hélicoptère. Jet d'un filet métallique avec un trapèze au bout, 2 dangereux détenus s'accrochent, mais la tentative va échouer. Il a voulu repartir trop vite, donc il s'est pris dans nos propres filets de sécurité. Et les détenus sont tombés, je pense, d'une quinzaine de mètres de hauteur. Il y en a un qui est mort sur le coup. Il s'agit d'Émile Dieudonné, 38 ans, l'un des chefs du gang de la banlieue sud. C'est lui que des complices sont venus chercher. 2 ans après la belle mortelle de Dieudonné, c'est Michel Lepage qui remet ça. Cette fois, c'est à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, où il est incarcéré, que ça se passe. Donc on est le 5 octobre 92, c'est un dimanche. Je m'en souviens plus qu'un autre jour parce que c'était l'anniversaire de ma mère en plus. Donc on avait 2 promenades par jour. Les cours de promenade à Bois d'Arcy, c'est grand, c'est plus petit qu'un terrain de foot. On va dire la moitié d'un terrain de foot. C'est rectangulaire. Donc on tourne comme ça pendant 1h30. Donc on descend à 8h30. Donc je descends avec Kader et ce jour-là il faisait quand même, il faisait beau et froid. Donc un beau ciel bleu. Et Kader c'est un amoureux des rues de Paris comme moi. Et on commence à faire nos tours de promenade. Et puis il me dit, regarde là, on est dans le Marais, on est rue Rambuteau, on se prend la rue des Francs-Bourgeois et on va se prendre un brunch place des Vosges. Il regarde le ciel et là il ouvre les yeux. Et là, l'hélico au-dessus de la tête. On l'a pas vu venir. Le pilote monte donc à bord de cet hélico avec son client. L'homme sort alors une arme et lui ordonne de se rendre à la prison de Bois d'Arcy. Il connaît son affaire puisqu'il coupe tous les dispositifs radio permettant de donner l'alerte. Les pales qui tournent, il y a un bruit pas possible. Là, il y a Kader qui me prend par le bras, il me tire, il me dit putain, mets-toi contre le mur, c'est un arrachage à tous les coups. L'hélico commence un petit peu à descendre. Et puis moi j'étais là, j'essayais de regarder à travers mes mains. Donc je vois, il y a le pilote qui est là accroché, t'as un mec derrière avec un flingue. Je regarde, t'as la porte qui s'ouvre, le mec il a la cagoule sur la tête, il met un pied sur le patin, et là, il balaye comme ça toute la cour. Tout le monde fait comme ça, l'hélico commence à descendre, il jette l'échelle en corde, il met les 2 pieds sur le patin, il vise le mirador,
hélico continue à descendre et là il vient jusqu'à se poser dans la cour de promenade. L'atterrissage dans la prison, c'était ric de rac, mais enfin disons que ça s'est fait sans problème. À ce moment-là, tu as 2 mecs qui avancent. Ça dure peut-être, je sais pas, 2-3 secondes, ils discutent, ils en montrent un 3e, le 3e s'approche, et là, ils s'engouffrent tous les 3 dans l'hélico. L'hélico remonte, les pales, il tourne, il fait un 180 degrés, et je le suis du regard, il repasse, mais au ras du Mirador, donc c'est quoi, c'est 5-6 mètres au-dessus de nos têtes, il passe au ras du Mirador, et il s'en va, et là on le perd de vue pratiquement tout de suite en fait. Ça n'a même pas duré 2 minutes. 1 minute plus tard, ils atterrissent sur ce terrain de foot à Rocancourt. Les 4 hommes ont le temps de s'emparer d'une Toyota Celica grise et disparaissent dans la nature. L'hélico est reparti. On est là tous un peu scotchés. Avec Cardet, on se regarde, on se tape dans les mains. Et il me dit, putain, le prochain c'est pour nous. Je dis, ouais, je suis pas sûr là. Ça dure pas longtemps, tout le monde applaudit, on entend ça tape dans les couloirs, sur les portes, et tous les mecs dans la cour, ils applaudissent, la cour d'à côté, tout le monde applaudit, ça hurle de partout. Ça dure 10 minutes d'euphorie, et là, on a tous les matons qui descendent, les gradés et les surveillants normaux, avec les matraques. Ils nous ont fait remonter manu militari dans les cellules, ça n'a pas traîné. Et l'après-midi, donc là, après, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Et l'après-midi, ils nous ont sortis par demi-étage. Ils nous ont mis dans une salle en bout d'aile. Et ils nous ont vidé toutes les cellules. Mais alors, une foule comme ça, j'en avais jamais vu. Ils avaient même des trucs pour les barreaux, là, pour faire teinter les barreaux, pour voir s'ils n'étaient pas bourrés de quoi que ce soit. Donc, grosse fouille. Ensuite, annulation de tous les parloirs pendant 1 semaine. Plus de cantine, on a bouffé du pain et de l'oignon pendant 1 semaine, c'est simple. Lepage, c'était un caïd, hein, tout le monde le connaissait. Parmi les évadés, tous considérés comme dangereux, Michel Lepage. À son actif, trafic de stupéfiants, hold-up avec le fameux gang de la banlieue sud. Michel Lepage, Émile Dieudonné, Daniel Beaumont. 3 garçons qui ont définitivement associé banlieue sud et évasion. Dans la banlieue nord, on a le nez sous le capot, les mains dans le cambouis. À Aubervilliers, les nombreux ferrailleurs, carrossiers et autres mécanos ont suscité des vocations chez les malfrats du coin, au point de faire du trafic d'automobiles leur grande spécialité. De 1970 à la fin des années 80, la ville va voir passer des centaines de voitures bouger, comme on dit chez les voyous. La préfecture s'est aperçue qu'il y avait quand même une centaine de véhicules qui étaient volés par mois. Ce qui fait qu'ils ont créé la première section auto dans les années 30. Donc il y avait à l'époque à peu près 15 fonctionnaires. Et moi, quand je suis arrivé à la section auto en 73, on était toujours 15 fonctionnaires. Mais il y avait 200 voitures volées par jour. Principalement dans la région parisienne, ça se passait à Aubervilliers, banlieue nord, et principalement Aubervilliers. Il y avait un célèbre endroit qu'on appelait le triangle des Bermudes, c'est-à-dire qu'une voiture à peu près intéressante passait, et on la retrouvait plus, voilà. Ça travaillait plus la nuit que le soir, on entendait les coups de marteau en pleine nuit dans les garages qui étaient normalement fermés. Enfin bref, c'était un peu la spécialité du coin. Je me suis fait arrêter quand il a vu ma carte d'identité. Il dit, ah, Aubervilliers, 40 000 habitants, 40 000 clients. Il faut se dire que la voiture, c'est le vecteur de tous les délits. Ça sert à tout. OK ? Donc tu voles une voiture pour aller au braquage, tu voles une voiture pour aller au casse, tu voles une voiture pour la revendre, tu voles une voiture pour l'utiliser, tu voles une voiture... ça sert à tout, une bagnole. Aubervilliers, il y avait beaucoup de ferrailleurs, des chiffonniers et beaucoup de bidonvilles aussi. Les bidonvilles, ils partaient à la place du périphérique, c'est ce qu'on appelait les fortifications. Là, il y avait les forts. Et là, tout le long jusqu'au canal d'Estaing, là-bas, là, le pont d'Estaing, là, c'était que des bidonvilles. Aubert, traditionnellement, c'était une banlieue ouvrière avec beaucoup de garages.
spécialiste de l'automobile, évidemment. Donc, bon, déjà, il y avait l'endroit où il pouvait travailler les voitures, il y avait des box, il y avait toute l'infrastructure, et il y avait la main-d'œuvre présente qui était des mécanos ou patrons ou ouvriers qui faisaient ça parallèlement à leur métier de mécano, ou alors qui s'étaient carrément mis dans l'organisation pour ne faire que ça, et ce qui était quand même beaucoup plus rémunérateur qu'une paye de mécanicien. La spécialité se développe au début des années 70, lorsque les loulous, nés dans les années d'après-guerre, auront fait leur classe dans les bandes de quartier. Ça, c'est la première tour qui a été construite. Avant, ça, c'était un terrain vague. Et là, normalement, il y avait une bande qui se réunissait, qu'on appelait la bande de l'impasse Bordier. Elle se réunissait là, exactement ici. Toi, ils étaient toute une bande assis sur toi la maternelle, là, la grille verte, tout le monde était assis là. C'est ça l'impasse Bordier. Et de l'impasse Bordier, il y a pas mal de gens qui sont... Il y en a qui se sont mis à travailler, puis il y en a d'autres qui ont pris un autre chemin. La bande de l'impasse Bordier, la bande des 800, celle des 4 chemins. De ces 3 bandes sortent une trentaine de garçons destinés à faire carrière dans la voyoucratie. Dans toute la gamme délinquante, bien sûr, mais pour la plupart dans le vol de voitures. Il y a des soirs, une équipe de 2, ça tournait par 2, admettons, ça pouvait ramener 5 voitures dans la nuit. Et des équipes qui en avaient 10, peut-être plus. Mais il faut dire que c'était des professionnels, hein. Ils ne mettaient pas 4 ans à prendre une voiture. Il faut dire que c'était beaucoup plus facile que maintenant. Hein. Ils avaient tout ce qu'il fallait, ils faisaient les clés sur place. Une fois que la voiture était faite, elle était déplacée. Et après, ils remontaient ça sur le matin au box, replaqué, et puis après, c'était mis dans un box. Il y a ceux qui allaient chercher les voitures, ceux qui allaient en préfecture chercher les cartes grises. Et après, les voitures étaient vendues. Tu vendais la voiture avec une vraie carte grise. C'était ça le machin. La carte grise, elle était vraie. Bon, vas-y, toi, ça y est. Toute une chaîne de compétences se met en place pour fournir des voitures à une cadence industrielle. À l'époque, c'était comme une petite entreprise. Il y avait un côté entreprise artisanale, mais qui était très rémunératrice, presque autant que la CAM, avec 10 fois moins de risques au niveau pénal. Il y avait des figures qui faisaient partie du grand banditisme et qui étaient à la tête de certaines équipes. Parmi les gros pontes, entre autres choses, hein, parce qu'il y avait du proxénétisme également derrière tout ça, parallèlement à ça. Entre autres choses, il y avait un célèbre personnage qu'on appelait le préfet. Le préfet parce que il était tellement dans le trafic automobile, on se plaisait à dire qu'il immatriculait autant de voitures que la préfecture de Seine-Saint-Denis. C'est un surnom qui lui est resté, le préfet. C'était une corporation, mais avec plusieurs équipes bien constituées. Ils avaient à peu près tous le même modus operandi. Fini les traditionnels saucissons ou merguez qui consistent à dégoter dans une casse une épave de même modèle que la voiture volée pour récupérer sa carte grise et en refrapper les numéros. Les gars d'Aubert travaillent désormais au faux PV des mines, une combine qui permet d'obtenir une vraie carte grise. Cette trouvaille va faire leur fortune. Alors il y a un mec qui était pas trop con, qui a trouvé une astuce, il travaillait pour un concessionnaire d'une grande marque. Et c'était lui qui allait en préfecture pour faire les immatriculations. Tu vois, quand l'acheteur avait un véhicule neuf, on lui proposait d'aller en carte grise. Donc, il s'est aperçu que c'était beaucoup plus facile, c'était de faire il fallait faire un faux procès verbal de mine. Putain, mais alors qu'est-ce qu'il nous fait celui-là, là ? Alors, le procès verbal de mine, c'est ce qui permet la première immatriculation de la voiture. C'est ce qu'on appelle le procès verbal établi selon les caractéristiques du véhicule par le constructeur. Donc, sur lequel figurent les références du véhicule et le numéro de série. OK ? Donc, avec ça, tu passes en préfecture et on te délivre une carte grise. La carte grise, véhicule neuf. Hein. Alors lui, il avait trouvé l'astuce. C'était vachement plus simple, ça rapportait beaucoup d'argent et il n'y avait pas de problème. Parce que ceux qui se sont mis là-dedans, aller chercher des voitures, avant ça maquillait un peu la voiture, ça
Ça vendait de la voiture avec de la fausse carte grise. Mais quand il y a eu cette combine-là, tout le monde s'est mis à travailler pour la même personne. Celui qui était au-dessus. Ce patron, c'est Richard Leroy, un ancien de la bande des 800 du nom de la cité de la rue Daniel Casanova, à l'est de la ville d'Aubervilliers. À 18 ans, il a planté un adversaire à la sortie du Custal, le cinéma des Quatre Chemins, et a atterri à Fresnes, dans le quartier des mineurs. Sa réputation faite, il y améliore son carnet d'adresses et à sa sortie, prend son envol. Ambitieux, intelligent, courageux et violent, le petit voleur qui affiche les qualités du beau voyou va alors devenir un grand trafiquant de voitures. Dans la deuxième moitié des années 70, l'homme fait travailler une centaine de personnes. Il traite une trentaine d'automobiles par jour, expédiées jusqu'au Liban, avec ses associés les frères V qui tiennent une pizzeria au lieu du trafic. C'était un lieu de rendez-vous en fait. Mais il y a beaucoup de jeunes, hein. Il y avait beaucoup de jeunes qui tournaient autour, ils jouaient les parrains, hein, les mecs. Hein. En fait, ils commandaient, ils cherchaient. Que nous, quand nous sommes allés sur cette pizzeria, on savait pas qui on avait affaire. Et c'est au fur et à mesure du temps écoulé que l'on s'est rendu compte que c'était ce qu'on appelle un nid de frelons, tu vois ce que je veux dire. Tout le monde se retrouvait là, c'était un endroit où tout le monde se retrouvait. En fait, c'était ça. Et comme il y avait pas mal de jeunes, il y avait pas mal de cités derrière, pas mal de jeunes et tout, donc ils drivaient un peu tout ça. Tous les jours, les acheteurs viennent faire leurs emplettes pour alimenter leur clientèle. Et l'un de ces acheteurs, originaire du coin, a développé une entreprise bien rodée. Il avait trouvé une astuce qui était superbe, c'est-à-dire qu'il avait loué un garage. Et il vendait les véhicules qui maquillaient dans un garage. Donc il les vendait, tout était faux. Hein. L'attestation d'assurance était fausse, la vignette était fausse, bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a que la carte grise qui a donné une certaine valeur. Et il vendait un véhicule et comme un garagiste. Donc ça donnait confiance et tout le monde achetait. Enfin, il vendait des beaux véhicules avec peu de kilométrage, bien propre, bien net, tout. Mais les bonnes affaires ne vont pas durer. En 1976, une guerre éclate. Elle va diviser le milieu parisien et être fatale à Richard Leroy. Le 27 juillet 1987, à 1h du matin, le pape des voitures volées est abattu à 2 pas de chez lui, à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Ces assassins ne lui survivront pas longtemps. En 1988, ils disparaissent enlevés par de faux policiers. Dans le milieu, on dit qu'ils ont été victimes de Claude Genova, dit le Gros, le caïd de Montreuil. C'est à Aubert et nulle part ailleurs que les multiples experts du trafic de voitures, du vol à la revente, sont inscrits au tableau d'honneur du grand banditisme. Montreuil, troisième capitale du mi-temps parisien. Dans le haut de la ville, du côté du quartier de la Boissière, les locaux ont développé une spécialité sanglante, la descente à la cave, ou le racket des collègues qui se sont mal tenus. Au début des années 80, Guy Pelletier, dit Titi, un quarantenaire pourtant plein d'humour, en est le principal artisan. Titi Pelletier, il a été marginal même chez les voyous. Il était marrant, il avait beaucoup d'humour. Il avait un caractère assez spécial. Des histoires, par exemple, quand il est sorti de prison, il avait loué un box. Il en avait fait un appartement. Je crois que le mec, il le loue toujours sous forme d'appartement. Quand il était en guerre ou en cavale, comme il était très bien avec les gitans de Montreuil, il changeait de caravane toutes les nuits. Il a pris 2 fois du gros pognon. Il a toujours vécu sur le dos des autres. C'est-à-dire que la moto qu'il avait, on lui prêtait, la voiture qu'il avait, elle lui était prêtée. Il avait squatté une maison à Montreuil chez un ami gitan, et il lui a rendu après, mais il a squatté. Si Titi sait se glisser dans les failles, c'est d'abord un voleur de métier. Originaire de Drancy, orphelin de mère, il est passé par les maisons de correction avant d'être condamné en décembre 1964 à 7 ans de prison pour le casse d'une bijouterie. En 1978, après une nouvelle année derrière les barreaux, il rejoint les copains et s'installe à Montreuil. Entre-temps, il aurait participé à 2 belles affaires. Durant le week-end du 15 août 1976, un mois après le célèbre casse de Nice, il aurait fait la salle des coffres de la Société Générale de l'île Saint-Louis avec une équipe.
L'agence de surveillance privée chargée de veiller sur la succursale de la Société Générale de l'île Saint-Louis plaide coupable. Ses dirigeants reconnaissent que leurs employés ont singulièrement manqué de flair et ont fait preuve de beaucoup de légèreté. 2 de ces surveillants, en effet, s'étaient rendus sur place durant le week-end parce qu'on leur avait signalé du bruit. Mais ils en avaient conclu que ces bruits provenaient d'un restaurant voisin et ils n'avaient pas prévenu la police comme ils doivent le faire en cas d'incident. La police, elle, ne dissimule pas son mécontentement. Sans cette bévue, les enquêteurs auraient peut-être coincé la bande. Les casseurs sont entrés par une porte située sur les quais, ont suivi le dédale des égouts, creusé un tunnel et vidé 191 coffres clients. Un an après, le 28 juillet 1977, c'est cette fois un camion transportant plus d'1,5 milliard d'anciens francs, soit approximativement 2 600 000 € en pièces de 10 francs qui attise les convoitises. Le bahut a chargé le container arrivant de Pessac en Gironde à la gare de Lyon. Ensuite, il a disparu. Jusqu'au 1er août, où il est retrouvé abandonné et vide rue Babeuf à Villejuif. Le fameux camion tirelire volé jeudi dernier à la sortie de la gare Paris-Lyon Marchandises vient d'être retrouvé. Mais on avait déménagé les 17 tonnes de pièces de 10 francs qu'il transportait. Les policiers de la brigade de répression du banditisme ont constaté que les gangsters, avant d'abandonner le camion, l'avaient muni de faux numéros minéralogiques. Voilà donc tout ce qui reste du hold-up le plus lourd du siècle, un simple camion et un conteneur vidé de son précieux chargement. Tous les mecs qui ont participé au camion de pièces sont morts parce qu'ils ont fait une saloperie sans faire exprès, par connerie, quoi, comme beaucoup de voyous. C'est un mec qui baladait le camion, ça faisait aussi 1 milliard à peu près de pièces de 10 francs, qui est venu proposer, rue de la Demi-Lune, à Montreuil, l'affaire. Et Titi l'a pris paternellement, elle dit ouais, on a tout pour faire, on est tout équipé, on fera en temps et en heure. L'autre a dit attendez, moi, dans 3 mois j'arrête. Alors l'autre est revenu 2 fois en disant quand est-ce que vous prenez le camion, parce que moi je vais pas. Puis un beau jour, le mec est arrivé au volant du camion. Il a dit c'était mon dernier jour. Alors ils ont bâché le camion comme ils ont pu avec des sacs de jus, des morceaux de poubelle, n'importe quoi. Ils n'avaient pas d'endroit où le mettre à ce moment-là, enfin c'était du bricolage complet. Et il y a quand même eu deux mecs gentils de Montreuil, des chauffeurs de poids lourds ou chauffeurs de je sais pas quoi, qui se sont proposés, une fois qu'ils ont eu un endroit où le mettre, qui se sont proposés d'amener le camion. Et les mecs ont commencé à faire du complot à la con, et ils ont tué les 2 mecs en disant comme ça ils parleront pas et tout. Et je crois que ce qu'ils ont fait, alors que les 2 mecs étaient gentils comme tout, j'aurais peut-être voulu une petite récompense ou un truc. Tous les mecs de ce camion, à part un seul, sont morts d'une mauvaise mort. La salle des coffres de l'île Saint-Louis, le camion de pièces de 10 francs, Titi en a-t-il croqué ou pas? On ne le saura sans doute jamais. En tout cas, plutôt que de monter sur les affaires, Titi Pelletier préfère laisser les autres les faire. Sa spécialité, c'est-à-dire que Titi Pelletier souffrait pas de la supériorité d'un autre voyou. Donc à partir du moment où il y a un gars qui commençait à prendre son envol et à prendre des épaules, où il s'associe avec Titi et lui donnait un peu de ses revenus, ou alors il disparaissait, voilà. Selon la rumeur, les récalcitrants atterrissaient dans un pavillon de Montreuil où réjouissance fâcheuse rimait avec perceuse. Mais en 1986, Titi Pelletier, qui s'est fait des ennemis, va payer l'addition. De retour de cavale en Espagne, des associés lassés de cracher au bassinet vont lui tendre un piège. Pendant que je suis au placard, je lui devais encore 50 000 francs, équivalent de 7 000 €. Et ma femme a rendez-vous, je crois que c'est un lundi, jour de parloir, pour lui donner l'argent. Et je sais qu'il est raide. Et il est remonté d'Espagne avec une jeune fille, il n'est pas venu au rendez-vous le matin. Et quand ma femme est venue me dire au parloir, il n'est pas venu chercher ses 50 000 francs, j'ai dit c'est qu'il est mort. Je ne sais pas à quelle heure du soir, il a été contacté. Et il a eu un rendez-vous, le nom de la rue, c'est une petite rue qui donne dans la rue d'Avron. Et là, il y avait un piège de tendu, c'est-à-dire qu'il a commencé à jouer au flipper pour attendre les 2 ou 3 mecs qu'il devait voir. Il s'est pris un coup de batte de baseball dans les reins. Il a été attaché tout de suite dès qu'il était par terre. Il a été emmené et on n'a jamais retrouvé les morceaux. Titi disparu, la place ne va pas rester longtemps vide à Montreuil. Un homme va alors donner sa pleine mesure dans le racket de voyous, Claude Genova, dit Le Gros, 35 ans. On habitait sur Paris, donc rue Hydro. Disons qu'on était 5 enfants. Avec un petit 3 pièces, ça faisait un peu léger, quoi. Donc,
Ma mère a voulu avoir un peu plus grand, donc elle a trituré un peu mon père pour qu'ils achètent une maison un peu plus grande. Donc ils ont trouvé à Montreuil, quoi. Les Genova s'installent dans le quartier de la Boissière, aux confins de la ville de Montreuil, fief de nombreuses familles de Rome. Claude, âgé de 12 ans, rejoint les bancs de la communale du quartier. Comme il a commencé à se friter assez jeune à l'école, donc il avait un gros potentiel, il a commencé à faire du sport, quoi. Alors il a enchaîné foot, athlétisme et tout, et puis il s'est plutôt orienté vers la lutte. Il aimait bien le sport de contact. À l'âge de 16 ans, champion de France de lutte en fait. Après avoir eu 3 titres de champion d'Île-de-France, il était quand même bâti, c'était un bûcheron, quoi, on va dire. C'était un bûcheron, c'était une masse, c'était une force de la nature. En naissant, ma mère me disait toujours, c'est bizarre, ton frère, quand il est né, il était prématuré, donc tout fin, tout maigre, et puis c'est devenu un gros bébé, quoi, à la finale. Un gros bébé qui, après les bagarres de quartier, commence à se révéler à l'adolescence. Il commence à traîner, on va dire, avec des gitans, des gitans qu'on appelle les gitans, c'est les gens du voyage. C'est les Hongrois, en fait, qui venaient de la Hongrie, tout ça. Donc il commence à traîner avec eux. Il commence à monter en puissance, quoi, on va dire, que le voyou sous-jacent commence à se découvrir. Les vols et les visites au commissariat de quartier se multiplient, mais en parallèle, Genova monnaie surtout ses muscles. Claude Genova est recruté notamment pour préparer la campagne électorale de Giscard d'Estaing. On est en 1974. Celui qui s'occupe de recruter, c'est Hubert Bassot, qui est le responsable du service d'ordre des Giscardiens. Et Hubert Bassot recrute des tas de gens d'horizons politiques assez variés, mais en tout cas très marqués à droite. Et Claude Genova, qui a un ami qui est un militant à l'époque d'un mouvement qui s'appelle PFN, qui était avant Ordre Nouveau, et bien Claude Genova évidemment participe et est rémunéré pour cette campagne électorale donc de Giscard. Dans la deuxième moitié des années 70, Genova abandonne la politique et se lance véritablement dans la carrière délinquante, comme en atteste son casier. Faux et usage de faux en 1975, infraction à la législation sur les armes et faux monnayage en 1979. Il garde toujours ses copains, ça c'est sûr, mais il connaît d'autres gens. D'autres gens, eux, par contre, ils sont plutôt branchés, on va dire, à l'époque, vol de voiture, ils aiment les armes, ils aiment l'argent facile, on va dire. De par ses faits, il est repéré, quoi, on va dire, par la grosse voyoucratie, quoi, on va dire. Et donc, avec ses copains, donc, qui étaient ses associés, il commence à monter une équipe. Moi, bien sûr, en tant qu'avocat, et en tant qu'avocat qui a l'occasion d'intervenir dans la défense pénale, eh bien, Claude Genova, on va le rencontrer là dans une autre type de carrière, où il va s'affirmer au fur et à mesure comme véritablement quelqu'un qui va peser d'un poids important dans ce qu'on appelle le milieu parisien. Claude Genova a fait ses classes avec Titi Pelletier, qu'il a rencontré à la Boissière et avec lequel il fréquente le bar de la Demi-Lune, leur QG à Montreuil. En 1986, lorsque son mentor disparaît, Genova est incarcéré à Fleury. Un an avant, il a été interpellé rue Saint-Denis alors qu'il venait d'encaisser les loyers de ses studios. À sa sortie, en mai 1988, il s'intéresse de près à certains de ses collègues. Claude Genova veut devenir le premier parrain de ses studios. À sa sortie, en mai 1988, il s'intéresse de près à certains de ses collègues. Claude Genova veut devenir le premier parrain de Paris dont le territoire est trop grand pour un seul homme. Mais le gros veut tordre le cou à cette spécificité culturelle. Claude, c'était les mules un peu Titi Pelletier. C'est un mec qui avait commencé Bon, c'était un physique, hein, c'est un caractère qui dominait. S'il avait choisi la voie de l'honnêteté, je pense qu'il aurait été certainement chef d'entreprise. Hein. Claude, quand il était parti du milieu, qui ne s'attaquait qu'au milieu en fait. Hein. Il rackettait, il mettait à contribution certains voyous de son entourage, parce que beaucoup avaient commencé par des vols aux vieillards.
avec plus ou moins de violence, ce n'était pas qu'en finesse. Et ça, il détestait ces mecs-là, il les utilisait, mais il leur faisait pas de cadeaux, il avait horreur de ce genre d'individus. Ce qui me frappe surtout dans le personnage, c'est une sorte d'inconscience du danger. Et il a quand même, et c'est normal dans des activités délictuelles où les appétits sont parfois aiguisés, il se heurte à des oppositions, ou tout au moins, il y a des gens qui tout au moins le craignent et qui veulent peut-être prendre une part du gâteau, comme on dit. Eh bien, Genova, il est sûr de sa force, il se promène, c'est vrai, dans une voiture blindée, c'est ce que l'on dit, c'est ce qui sera, mais c'est quelqu'un, si vous voulez, qui n'a pas peur, parce qu'il est doté d'un courage physique très important. C'est quelqu'un qui vraiment ne recule pas et qui ne pense pas même que les gens puissent véritablement s'opposer à lui. Violent, Genova l'est, mais pas avec n'importe qui. À l'image de ses modèles cinématographiques, Gabin et Ventura, le gros cultive l'image du voyou qui porte le code de l'honneur en bandoulière. Un jour, il y avait dans une boîte de banlieue, enfin de lointaine banlieue comme il y avait à l'époque, les grandes boîtes, il y avait un mec qui se vantait de le connaître à tout le monde. Il disait, moi, mon pote Claude Genova, machin. C'est un proxo qui devait avoir 4 ou 5 gonzesses, je pense, du côté de Vincennes. Et ça arrive aux oreilles de Claude, et Claude ci et Claude ça, il s'en vantait avec les filles, les autres voyous autour et machin. Et Claude apprend ça. Alors le mec qui lui apprend, il dit, amène-moi là-bas, je voudrais voir ce mec, je le connais pas, qu'est-ce que c'est que ce mec qui me connaît, moi je le connais pas, qui parle de moi, j'aime pas trop ça, machin. Et il l'amène. Mais incognito, le mec était là, avec 3-4 filles qu'il avait, plus la table qui écoutait tout le temps. Et Claude, sans attirer l'attention, s'approche de lui, machin, on dit bonjour, il paraît que t'es un pote de Claude, il dit, oh Claude Genova, c'est un ami à moi. Là, il lui a mis une patate dans la gueule, il a mis une rouste devant tout le monde, et les 4 filles, il a dit, mesdames, vous êtes libres. Vous ne travaillez plus pour lui. Il l'a chopé, il a dit, t'as compris, toi tu prends plus d'argent, tu prends plus rien. Tu te barres, et mesdames, vous êtes libres. Vous ne travaillez plus pour lui, je ne veux plus savoir, je ne veux pas savoir que vous lui donnez un sou. Vous travaillez pour vous maintenant. Il t'a compris, toi, et l'autre, évidemment, a passé la main. Il aurait pu les prendre pour lui. Bon, il s'en est peut-être pris une pour la soirée, mais jamais il les a fait travailler. Il est impitoyable avec les voyous et côté assez sensible avec les personnes qui avaient besoin d'aide. Attention, je ne veux pas dire non plus que c'était un saint. Pour les voyous, le traitement est souvent radical. Pour leur faire cracher leurs économies mal gagnées, ils n'hésitent pas, dit-on, à travailler à la médiévale. Ça descendait à la cave, quoi. Ça remontait ou ça remontait pas. Tout dépend du degré de personne qu'il avait en face de lui. J'aurais pas aimé être dans une cave avec lui quand il t'avait embarqué au Faux Poulet, tu vois. En tant que voyou moi-même, tu vois, j'aurais pas aimé ça. Mais en tant que homme ordinaire, ne cherchant pas à me mêler à son milieu, m'en parlant juste, humainement parlant, sans trafic ni rien, je pense que c'était bien d'être son ami. Mais comme Titi avant lui, Genova va être victime de sa réputation. En 1994, une équipe de Montreuil, issue de la communauté des gens du voyage, en aurait eu marre d'être raquettée. Avec le soutien de beurres locaux, elle va mettre un terme brutal à la carrière du Gros, incarcéré depuis 1989 pour trafic de voitures. Il va être amené à intervenir dans un litige. Il y a 2 personnes issues de la communauté de gens du voyage qui sont tuées à un moment donné. Ces 2 personnes veulent se venger pour éviter la vengeance. Eh bien, on approche Genova et à ce moment-là, Genova va se retrouver, on va lui confier la mission calmer et de donner à la famille une somme qui à l'époque, d'après les services de police, est de 800 000 francs. Et donc Genova se retrouve à ce moment-là, tout en étant incarcéré à Saint-Maur, profiter d'une permission de sortie pour essayer ou pour tenter de trouver un arrangement, ce qui va le mener à sa perte, parce que ce qu'il ne sait pas, c'est que depuis déjà un certain temps, un certain nombre de personnes, semble-t-il, ont décidé d'éliminer ou tout au moins de ne plus se laisser impressionner ou de ne plus se laisser terroriser pour certains par Claude Genova. Donc il décide de mettre les grands moyens et de se débarrasser de Claude Genova. À partir du moment où un mec comme Genova commence à dépasser un petit peu ses capacités et ses limites,
Il n'y a jamais eu de parrain à Paris comme à Marseille ou comme à Lyon. Mais il y a 3 ou 4 ou 5 équipes importantes où les mecs font face, se réunissent et disent bon bah celui-là voilà, non il va monter, il va venir nous prendre ce qu'on est, il va nous casser les pieds, il faut qu'une des 4 équipes se sacrifie pour le faire. C'est toujours comme ça que ça s'est passé. Se débarrasser de Claude Genova, c'est pas facile parce qu'il faut savoir que quand il sort de la maison de la centrale de Saint-Maur, il est pris en charge, si vous voulez, par des gens sûrs, par des gens qui viennent le chercher. Il y a souvent 1 ou 2 personnes. Alors, dans les mois qui ont comme précédé, si vous voulez, son assassinat, eh bien, Genova voit certains de ses lieutenants être victimes de règlements de compte importants. Certains de ses lieutenants, de ses proches, sont éliminés au fur et à mesure. Et j'ai l'occasion, juste avant mon départ en vacances, de le voir. Il a une permission, il vient de voir mon cabinet, là au 27 avenue Kléber. On aborde plusieurs sujets, notamment concernant sa sécurité, parce que, évidemment, dans l'exercice de ma profession, j'ai eu l'occasion d'entendre des bruits, ou tout au moins des confidences qui sont faites, ou des gens qui viennent dire que Genova n'en a plus pour longtemps, que celui-ci va ou risque un jour de ne pas rentrer de permission parce que on lui aura fait la peau, comme on dit. Et donc je lui dis, écoute Claude, qu'est-ce que c'est que ces bruits? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu ne crains pas pour ta sécurité, pour ta famille aussi? Je connais bien sa femme, je connais ses enfants. Et là, celui qu'on appelle le gros, celui qui sera surnommé le gros, et il rit, mais d'un rire tout à fait calme ou tout à fait imperturbable. Il rit et il me dit écoute, personne, tu m'entends bien, personne n'osera s'attaquer à Claude Genova. Pourtant, la permission du 20 août lui sera fatale. De connaissance de Genova lui propose de régler le différend qui oppose l'un de ses lieutenants à une famille de gitans. Rendez-vous est pris pour le lundi 22 août au bar panoramique du Palais des Congrès à la Porte-Maillot. Genova est accompagné d'une amie. L'ambiance est décontractée, Genova n'est pas armé. À l'issue du rendez-vous, tout le monde doit aller dîner à Senlis. Vers 21h30, le groupe prend l'ascenseur et une fois au rez-de-chaussée, les 2 parties se séparent. Genova et ses 3 accompagnateurs sortent boulevard Gouvion-Saint-Cyr à la recherche de la Renault 25 blindée de Claude. Alors qu'ils marchent sur le trottoir, une Volvo s'arrête, un tireur cagoulé en sort un fusil de chasse à la main et tire à 3 reprises. Fin de partie pour le gros, l'homme qui voulait être le roi de Paris. Titi Pelletier et Claude Genova disparus, c'est la fin d'une époque à Montreuil. Celle où des personnalités hors du commun avaient mis sous leur coupe une partie du milieu. Le milieu ne va pas s'éteindre, bien sûr, il va juste changer de visage. À partir des années 90, de nouvelles têtes font leur apparition sur la scène criminelle française. Pendant que la voyoucratie, qui a émergé dans les années 70, s'entretue et vieillit, à Aubert, à Montreuil, dans la BS, les loulous de cité apprennent le métier à l'ombre des bars HLM. Au fil des années, ils vont progressivement reprendre le flambeau des pionniers de la banlieue. Le grand banditisme parisien n'est pas à Paris. Ivry, Vitry, Villejuif, Aubervilliers, Montreuil. Ces villes sont depuis longtemps les places fortes du milieu. Et c'est toujours au nord, à l'est et au sud qu'on retrouve les mauvais garçons. La capitale et l'ouest n'étant pour eux qu'un vaste terrain de jeu.